RCF. Jean-Pierre Bouquet, bonjour. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de RCF. Le maire de Vitry-le-François, président de la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder. Nous sommes en 2026, donc beaucoup de travaux en 2025. Alors, on a fait énormément de travaux. D'ailleurs, dans la durée de la mandature, on a fait 37 millions d'investissements pour la ville, 47 pour la communauté de communes. Et au titre de cœur de ville, ça a enclenché 50 millions de travaux, principalement sur du logement, ce qui a permis de résorber des friches qui étaient installées en centre-ville. Beaucoup de travaux, oui, beaucoup d'investissements et une situation financière qui est globalement bonne puisque nos ratios d'endettement sont en dessous de la moyenne nationale. Nos efforts d'investissement sont au-delà des communes de la strate et puis les taux du foncier bâti n'ont pas bougé depuis plus de 5 ans. Alors, quels sont les travaux qui se sont terminés en 2025 ? On vient de terminer le faubourg Léon-Bourgeois, qui au niveau de la voirie est certainement le travail le plus emblématique. C'est quand même 2 millions d'investissements. On a terminé le pump track à la Fauvarge. Donc là, c'est un équipement pour les jeunes, un équipement consacré au sport de glisse. Et puis, il y a un équipement qui se termine. C'est la remise à niveau du parc Léo-Lagrange dans le quartier du Hamois, dans le cadre du NPNRU, qui vise à justement reconstruire ce quartier avec audace, détermination et avec un projet formidable puisque ça sera demain un éco-quartier. Et on a pu supprimer ces tours hideuses qui étaient réprouvées par tout le monde, mais qu'il fallait pouvoir démolir ainsi qu'un habitat dont les gens ne voulaient plus. Et c'est un travail de très longue haleine, puisqu'il y en a encore pour 4-5 ans avant de terminer ce quartier dans lequel il fera certainement bon vivre, parce que il va être construit comme ça, on le veut maintenant avec l'ANRU, avec la mixité, avec donc un quartier dans lequel on pourra acquérir un logement, une accession sociale, on pourra être locataire de pavillons, de petits appartements, voire acheter un terrain et construire sa maison. Voilà, et puis habiter des pavillons. Donc on est sur un nouveau mode d'habitat urbain avec la nature qui rentre en ville. Et c'est un projet qui est, disons, exaltant pour une ville comme la nôtre. Mais il fallait beaucoup d'audace pour le faire parce qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont été déménagées, qui se sont prêtées de bonne grâce. Mais c'est jamais simple parce que quand on quitte un quartier, même quand on le décrit, on quitte une partie de son histoire. Et donc, c'est toujours une rupture. Et moi, je tiens à souligner l'esprit de responsabilité des citoyens qui, finalement, vont accepter parce que c'est pour mieux vivre ultérieurement, parce qu'il y a une priorité pour les habitants du hameau de revenir dans leur quartier, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Et puis aussi pour les méthodes du foyer rémois qui se sont bien améliorées par rapport à ce qu'on avait. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont démarré au cours de ces 5 dernières années et qui sont encore en travaux ? Il y a des projets qui sont à devenir. Vous savez, la relation entre les collectivités locales de France et l'État, de manière générale, je ne cible pas un gouvernement plus qu'un autre, mais aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas de budget. Pas de budget, ça veut dire qu'on reconduit les dépenses de l'année précédente, mais ça veut dire très concrètement qu'il n'y a plus de subvention d'État. Il n'y a pas de DSIL, pas de DETR, et donc la machine est en panne. Indépendamment de ce constat, qui je pense va être dépassé dans les semaines, dans les quelques jours à venir, parce qu'il faut un budget pour la France. Indépendamment de cela, il y a tout de même dans le budget tel qu'il existe aujourd'hui des mesures extrêmement draconiennes pour les collectivités locales, avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement, avec des augmentations de charges liées, par exemple. Les collectivités locales sont employeurs. Figurez-vous que le seul employeur de France qui a une augmentation de 13% de ses charges sociales, ce sont les collectivités locales. Tout ça pour la 2e année consécutive. Forcément, ça a des coûts puisque c'est pas compensé, c'est pris sur notre trésorerie. Les communes vont être amenées à baisser le rythme de leurs investissements. Et qui dit moins d'investissement dit c'est moins de travail pour les entreprises. Et l'investissement, c'est aussi de l'emploi. Et c'est un sujet. Alors c'est pour ça qu'on se bat au sein de l'Association des maires de France. Quand je suis dans les instances dirigeantes, nous sommes à la manœuvre pour faire pression, mais on voit bien qu'il y a des limites à celle-ci. On essaie de limiter la casse. Voilà. Et donc, concrètement, ça veut dire que les investissements vont baisser dans les années à venir parce qu'on n'a aucun intérêt dans ce climat d'incertitude d'augmenter le financement des investissements par l'emprunt. Il faut que ça reste dans des limites qui soient acceptables parce qu'il faut pouvoir non seulement rembourser. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un sujet à Vitry, mais si demain il y a moins de recettes, évidemment,
il y a moins de recettes, il y a forcément moins de contractualisation d'emprunt parce que l'emprunt, c'est pas un problème tant qu'on a des recettes. Mais si on voit que les recettes diminuent, il faut ajuster. Voilà, c'est du réalisme pur et simple. Il faut faire ça en étant en plus conforme, je crois, à son idée, sa philosophie, puis un principe tout simple de justice par rapport aux habitants et au territoire. Donc, il va falloir agir avec beaucoup de discernement. Alors justement, dans les projets qui sont en cours, il y en a un qui me tient à cœur, c'est la collégiale. Oui, alors la collégiale, mais moi c'est pareil, je suis vraiment interloqué de voir comment l'État ministère de la Culture nous fait multiplier les études sur les études pour ne pas avancer parce qu'ils n'ont pas à fifre là. Alors, on a maintenant bon espoir que pour 2027, des crédits seraient engagés. Pour 2026, je crois qu'il ne faut pas y compter. Ça, j'en ai eu à peu près la certitude en rencontrant les aux plus hautes autorités de la DRAC Grand Est. Donc, je le regrette, mais on ne peut pas engager des travaux si on n'a pas les financements, ça c'est clair. Et puis, comme on est sur un monument qui est un monument historique, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est normal de le préserver, évidemment. 2027, ça va enclencher le programme. Alors, vous savez, au total, les études, plus ces études et tout ce qui a été fait, montrent qu'il faut, dans le cycle d'une dizaine d'années à venir, faire 6 millions de travaux sur la collégiale. Et en particulier, il va falloir refaire les toitures des coupoles qui avaient été faites autrefois parce que les tuiles qui ont été installées seraient poreuses. Bon, en tous les cas, il faut les changer. Voilà, ça c'est le résultat très concret de l'opération. En dehors de la collégiale, vous avez aussi un projet qui vous tient à cœur, c'est la restauration de la prison. Oui, parce que c'est le patrimoine de la ville. La prison, elle existe depuis 1850. Elle a été mise en service en 1860 et elle a eu 61 années de fonctionnement. Donc elle s'est arrêtée en 1926. Donc elle est à l'arrêt depuis un siècle et c'est un bâtiment dont on ne s'est pas préoccupé. Elle a eu quelques mois d'activité en 1944 pour accueillir et punir de mauvais Français qui avaient collaboré. Et puis, depuis, ce bâtiment restait en l'état. Mais il se trouve que cette prison n'a pas été détruite par les bombardements de 1940 et 1944, ainsi que le petit quartier qui l'entoure, qui est le quartier de l'ancienne prison, qui est un quartier à pans de bois, qui est un quartier de maisons qui date de l'époque François Ier, et ça forme un ensemble. Alors cette prison, d'abord on l'a sauvée parce qu'on a refait sa voiture, 480 000 €, tout ça en 2018-2019. Cette prison, elle est inscrite dans le périmètre classé de la ville, et donc on ne peut pas la détruire. J'entends certains dire des choses, mais si on la déconstruisait, il faudrait aussi dépolluer. Et si on la déconstruit, il faut payer. Et si on la déconstruit, il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Donc il faut encore payer. Alors finalement, ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine, il est méconnu, c'est un lieu secret, mais c'est une construction emblématique. Et donc c'est une des dernières prisons de cette taille, la petite prison d'arrondissement qui reste intacte en France. Sauf que pour assurer sa pérennité, il va falloir faire en sorte que le propriétaire, en l'occurrence la ville, fasse son travail pour assurer la pérennité du bâtiment. Alors c'est ce qui va s'enclencher. Alors on a déjà eu des financements. C'est ça l'objectif qui est poursuivi en la matière. Ça prendra du temps, mais on va refaire la collégiale. On a aussi ce bâtiment qui a été préservé. C'est le hasard du temps, de la guerre. On en est responsable. Comme on en est responsable, on va prendre nos responsabilités. Jean-Pierre Bouquet, merci de cet entretien. Et puis, on va se donner rendez-vous l'année prochaine. Exactement. Et c'est toujours un plaisir de vous entendre sur RCF, notamment quand vous traitez tous ces sujets locaux. C'est une belle radio.